Signé Sylvie Perrin et coécrit par Raphaël Ruffier qui est avec nous sur ce plateau. Je vais tout de suite vous poser, bonsoir Raphaël, une question. C'est le propre du documentaire, hein. Il y a un mélange d'émotions et d'informations. Quelle a été la ligne directrice? Qu'est-ce que vous poursuiviez tous les deux en voulant écrire ce film? On voulait s'intéresser aux accueillants. C'est-à-dire que la question des mineurs isolés, on l'a traitée dans l'actualité de beaucoup de manières. Nous, ce qui m'avait impressionné quand je suis tombé sur cette histoire un peu pas par hasard, parce que c'est mes parents qui m'ont fait rentrer dans cette histoire-là. Il y a 1 an et demi, en accueillant d'abord Mahmoud qu'on voit dans le film, puis un autre jeune aussi, Kana. Je me suis du coup questionné sur cette histoire, et au-delà quand même d'un scandale de l'accueil dont on reparlera, ce qui m'a impressionné, c'est le nombre de gens qui n'avaient rien prévu, n'avaient absolument pas envisagé de s'engager, et se sont retrouvés accueillants dans des réseaux très différents. Pour mon métier, je rencontre des gens dans des milieux d'opinion ou de philosophie très différentes. Et à chaque fois que je parlais de cette histoire, finalement, il y a quelqu'un qui me dit tu devrais en parler à un tel, parce que lui aussi, dans son jardin, lui aussi, chez lui, très souvent, c'est des jeunes retraités ou des parents... Des étudiants, on a vu, hein, il y a tous les statuts. Étudiants, mais il y a beaucoup aussi de gens qui avaient des enfants qui ont libéré une chambre, et puis un peu comme ça, ils ont vu un gamin dehors, et on dit, on peut pas laisser ça, on va le faire rentrer chez nous, et puis on verra bien ce qui se passera. Donc ce qu'on voulait traiter dans ce documentaire, c'était la question de ces accueillants-là, qu'est-ce qui fait le déclic, et dans quelle situation ça les met. On va essayer nous aussi de répondre un peu à ces questions, Raphaël. Alors je précise quand même qu'il n'y a pas que ce côté perso. Et donc on sent aussi l'émotion chez vous. Vous êtes journaliste, vous êtes rédacteur en chef du magazine Lyon Capitale. Alors là, je montre rapidement la couverture de décembre. Voilà, c'est de ce mois-ci, mais on va aussi beaucoup se référer à un autre numéro que j'ai ressorti pour l'occasion, car vous avez très tôt travaillé sur ce dossier dans Lyon Capitale, en expliquant les choses et en interpellant les politiques. Et donc on va essayer de revenir un petit peu sur tout ce que vous connaissez, et vous allez pouvoir m'aider, parce que vous connaissez bien finalement ces sujets. Mais d'abord, je vais vous présenter toutes les personnes qui sont avec nous ce soir. Et en face de vous, il y a Véronique qui sort du documentaire, qui est là, et que je remercie d'être venue nous voir. Véronique, je viens à vous dans un instant. Juste en face de Véronique, il y a Françoise. Françoise, elle est bénévole, elle fait partie de l'AMI qu'on a vu, cette association. AMI, ça veut dire Accueil des mineurs isolés étrangers. Vous allez nous expliquer comment ça fonctionne et comment on trouve les accueillants, parce que c'est aussi très important. Et avec nous également, Hervé Diaté, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la prévention jeunesse au Grand Lyon, c'est bien ça? Directeur de la prévention et de la protection de l'enfance. Et de la protection de l'enfance, pardon. Et vous vous occupez de la MEOMI qu'on a vue. Vous allez nous expliquer quel est le pouvoir et le rôle des services publics dans cette affaire. Car il faut, je crois, que l'on comprenne quel est le parcours de ces jeunes, hein, pour comprendre pourquoi, pour les accueillants, c'est pas simple. On l'a vu, beaucoup de charges émotives, et pas seulement. Avant cela, un petit mot quand même. Véronique, je vous ai vu très émue pendant le documentaire. Qu'est-ce que vous en retenez? Très émue parce que voilà, ces situations-là, je les connais, je les côtoie tous les jours. Et puis voilà, de voir les garçons comme ça. C'était une période où on a connu une petite accalmie au sein de la maison, où tout le monde était à peu près tranquille et tout ça. Et voilà, c'est remonté d'un coup. Depuis, le ciel s'est quand même un petit peu assombri. Donc voilà, ça a fait une petite... Alors, dans les choses qu'il faut comprendre, on l'a vu un peu dans le documentaire, c'est que ces jeunes arrivent souvent comme ça, avec 3 fois rien, et doivent dormir, par exemple, dehors dans des conditions atroces. On va revoir ces images qu'on aperçoit un peu dans le documentaire. C'était une des images qui nous avait plus marqué, c'était à Lyon, pour les Lyonnais s'en souviennent très bien, ce squat, cet endroit à la gare Pardieu, où les jeunes se sont retrouvés, on va le voir, voilà les images qu'à l'époque, la rédaction de France 3 à Rhône-Alpes avait tournées. Ces jeunes se sont retrouvés... tous près de la gare Pardieu. On le voit, il y a des rats qui circulent. On l'a expliqué, il y a de la drogue qui circule. Il y a pas mal de dangers, d'insalubrité. Et voilà, ça commence souvent comme ça, hein, l'histoire de ces jeunes. Et c'est souvent ce qui émeut, évidemment, les gens qui vont devenir accueillants, qui se disent, c'est ce que vous dites, Véronique, dans le documentaire, on ne peut pas laisser les jeunes dormir dehors comme ça. Non. C'est vraiment cette première démarche. C'est la première démarche. Moi, effectivement, ce que je disais, c'est que effectivement, j'ai entendu parler 1 fois, 2 fois, 3 fois de jeunes qui dormaient au Parc Hénon. À l'époque, la MEOMI était dans le 4e.
Et voilà, c'était le mois d'août, c'était un temps où voilà, peut-être j'étais plus disponible. Et c'est les circonstances qui ont fait tout ça. Et j'ai rejoint un collectif d'habitants du 1er et du 4e qui s'était constitué autour de ces jeunes. J'ai été une des 2 dernières à arriver. Et au départ, j'avais dit, écoutez, moi je veux bien m'engager dans cette histoire-là, mais je ne peux accueillir, j'aimerais bien les nourrir une fois par semaine, mais je ne pourrais pas plus, parce que je ne me voyais pas accueillir, je ne me voyais pas recevoir les jeunes, jamais j'avais imaginé tout ça. Et Manu le dit très bien, et Clémence dit la même chose aussi. Et puis j'ai mangé avec 5 enfants un soir, et de mes pensées bien posées, je suis rentrée chez moi, je me suis allongée, j'avais les yeux grands ouverts, et là je me suis dit non, et il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis je les connaissais, c'est-à-dire que l'étranger, quand il est très loin, ça reste un étranger, et puis quand il est juste à côté de chez vous, tout près, c'est plus la même chose. Et c'est plus du tout la même chose, quoi. À un moment donné, vous avez dit ça s'est assombri. Vous vouliez dire quoi, que les choses se sont mal terminées pour certains d'entre eux? Non. C'est-à-dire que pour l'un des 2 jeunes, le juge pour enfants n'avait pas reconnu sa minorité, et que la cour d'appel a effectivement confirmé cette décision. Confirmé cette décision. On va expliquer ça peut-être, parce que les gens qui nous regardent ne comprennent pas forcément qu'il y a toutes ces étapes. Mais on va le schématiser, si vous voulez bien. C'est très schématique, hein, Raphaël, mais vous me reprenez si je dis des bêtises, pour qu'on comprenne quand un jeune arrive comme ça. Donc effectivement, il a priori, à un moment donné, il a déjà des contacts avec des gens comme vous, les associations, etc. Mais il a rendez-vous, regardez, avec la MEOMI, qui est donc un service du Grand Lyon, à Lyon en tout cas. Soit il est mineur, soit il est majeur. Et c'est son destin qui va, vous l'avez compris, se dessiner. S'il est mineur, vous le voyez, il a des droits. C'est l'aide sociale à l'enfance. Il peut être hébergé, scolarisé. Je schématise. S'il est majeur, c'est plus compliqué. Il faut qu'il, en gros, fasse une demande d'asile, en tout cas une demande de papier. Soit elle est acceptée et il a de nouveau des droits, enfin en tout cas, il obtient une autorisation pour avoir une suite de vie, on va dire, sur place, ou alors c'est l'obligation de quitter le territoire. Et c'est bien cette terreur d'en arriver à ce stade qui fait qu'ils sont souvent, vous me confirmez, j'imagine, François, vous allez me le dire, ces jeunes très tendus, très, comment dirais-je, apeurés, parce qu'ils se disent à tout moment qu'on va peut-être leur demander de repartir. D'ailleurs, ça arrive. Alors effectivement, les jeunes sont évalués par la MEOMI, mineurs ou majeurs. Il y a plusieurs critères. Un des critères essentiels, c'est leur document d'état civil et leur acte de naissance qui déclare leur âge. Et par rapport à ça, il y a un très très gros problème. D'une part parce qu'au cours du voyage, très souvent, ils ont égaré ces documents d'identité. Des fois, ils n'en ont même jamais eu. Et il faut voir que les déclarations de naissance en Afrique, c'est pas la même chose qu'en France. Il y a eu des rapports de Amnesty International qui ont démontré qu'il y avait des millions, alors j'avais pris les chiffres, 230 millions d'enfants de moins de 5 ans qui n'ont jamais été déclarés à la naissance dans le monde. Et en 2016, le représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, qui est donc un pays dont sont issus de très nombreux jeunes qui viennent chez nous, une naissance sur 3 n'avait pas été enregistrée à l'état civil. Donc c'est pas simple de prouver. Donc c'est énorme parce qu'effectivement, ils n'ont pas d'acte de naissance au départ. Donc après, il faut récupérer ces actes de naissance. Nous, on les aide beaucoup pour ça. Mais c'est vrai que très souvent, il manque un tampon, du coup ça ne marche pas. L'autre jour, il y avait un jeune qui était en larmes parce qu'il nous a dit pour avoir le tampon, ma mère elle a vendu une vache et le tampon, ça ne va encore pas, il manque encore quelque chose, quoi. Donc c'est vrai que la question de reconstituer l'état civil, c'est vraiment très difficile. Et alors vous dites ça parce que vous avez l'habitude de ça. Moi je suis estomaqué, c'est-à-dire que quand on est Véronique et qu'on affronte ces choses-là de but en blanc, ça doit être compliqué d'expliquer aux gamins qu'il va falloir qu'ils prouvent et comprendre ces arguments-là et ces histoires-là, c'est pas simple. Oui, les gamins, ils comprennent quand même assez vite qu'ils ont besoin de donner des preuves de ce qu'ils avancent, ils le savent. Alors, on continue juste, Raphaël, à définir un peu, et puis on va quand même donner la parole à M. Diaité, à définir qui sont ces jeunes, d'abord d'où ils viennent, grosso modo, on va le voir, vous me dites si je me trompe, c'est essentiellement la Guinée,
la Côte d'Ivoire, c'est ça, essentiellement, on l'a dit, des pays africains, regardez, Guinée, Côte d'Ivoire, Albanie, il y a Algérie, Nigeria, on a cité d'autres pays, c'est ça? Pour ceux qui arrivent dans la métropole, oui. Après, selon les régions, il peut y avoir des filières, des réseaux un peu différents. Ouais. Ce sont toujours des garçons, pratiquement. La plupart des cas, en tout cas, ceux qui sont venus dans les associations, peut-être qu'à la métropole, ils auront d'autres vues, parce que je crois que les filles sont plus facilement mises à l'abri. C'est peut-être pour ça qu'on les voit moins aussi dans les réseaux, mais globalement, c'est des garçons. Vous confirmez ça, monsieur Détier? C'est effectivement une immense majorité en provenance de Guinée, Guinée-Conakry, à plus de 70%, clairement. Deuxième pays de provenance pour nous, c'est le Mali, cette année, et en troisième, la Côte d'Ivoire. Alors, on va regarder le nombre de jeunes, parce que c'est très important. J'imagine, pour vous, c'est un argument important. Alors, ce sont des chiffres que vous m'avez fournis. Voici le nombre de mineurs étrangers donc, qui arrivent dans le Grand Lyon. Vous dites, l'année dernière, 97 par mois. On arrive à 130 par mois en ce moment dans le Grand Lyon. Exactement. Ce qui est vraiment un chiffre important. 130 jeunes arrivent chaque mois d'après vos services. Et donc, nombre de mineurs étrangers reconnus et pris en charge par le Grand Lyon, là aussi, ce sont des chiffres que vous m'avez fournis. C'est en constante hausse. 2015, c'était 261 dans l'année. Puis, vous voyez, ça a augmenté de 26%, puis de 47%. Cette année, vous en prévoyez 1080 ? On sera aux alentours, effectivement, de 1000 jeunes, selon nos estimations, à fin décembre. On entend dans le documentaire que vous en voyez un par jour. Alors, est-ce que c'est vrai? Alors, clairement, ce chiffre, je ne sais pas d'où il sort. En fait, c'est faux, très clairement. C'est un documentaire. Hein. Non, mais dans la mesure où, de toute façon, c'est mathématique. Rien que cette année, on en aura 1000 qui seront entrés dans notre dispositif. Donc, ce n'est pas un par jour. Bien évidemment, il suffit de faire un rapide calcul. C'était l'année dernière. Oui, je pense qu'on est sur le chiffre de l'année dernière, effectivement, sur peut-être un par jour. Et encore, il s'agit de savoir exactement ce dont on parle. Est-ce qu'on parle de mise à l'abri? Est-ce qu'on parle d'entrée dans le dispositif aide sociale à l'enfance? Enfin, tout ça est un peu compliqué. Mais clairement, on est plus... cette année, on est à peu près à 1000 admissions, effectivement. Et Lyon, par rapport à l'histoire de la France, les autres villes, est un cas? C'est plus important, moins que Paris, déjà? C'est un peu moins que Paris, mais depuis 3 ans, on assiste effectivement à une hausse très nette du phénomène. Parce que Paris est saturé, parce que le Nord, qui était traditionnellement une terre aussi d'accueil et de passage vers l'Angleterre, est saturé. Et puis, il y a, comme disait monsieur, il y a des logiques aussi de réseau, de passage, de filière. Voilà, c'est tout simplement. On assiste, par exemple, pour un exemple très concret, mais on assiste depuis un mois à des arrivées, non plus par l'Italie, mais par l'Espagne, compte tenu de la situation italienne, par exemple. Voilà. Ça n'empêche pas que les parcours restent très compliqués. Pour les jeunes, très très compliqué. Alors quand vous les accueillez, on voit dans ce documentaire cette foule de jeunes qui apparemment tous les jours, vous me confirmez ça, c'est tous les jours, ces jeunes qui attendent pour passer l'entretien. Est-ce qu'il y a assez de monde finalement pour faire passer ces entretiens? Puis après on parlera de l'entretien parce que j'aimerais comprendre comment on définit la majorité, c'est pas évident. Hein. Alors très clairement, la métropole a mis en place un dispositif spécifique puisque depuis 1 an, nous avons travaillé avec une association qui est Forum Réfugiés parce que cette question de l'évaluation, elle est centrale. Effectivement, cette question de l'évaluation, c'est un moment important dans la vie, entre guillemets, du jeune. Et c'est aussi un moment important pour nous, parce que nous avons une responsabilité. En tant que service de protection de l'enfance, nous gérons des établissements de mineurs. Et bien évidemment, il n'est pas envisageable pour nous de mettre des majeurs au milieu de mineurs. Donc il s'agit de bien savoir de qui on parle et de bien définir les besoins de ces jeunes. Donc, c'est pour cette raison qu'on a mis en place une convention avec Forum Réfugiés, considérant que Forum Réfugiés avait une expertise sur le sujet, avec des gens formés qui connaissaient parfaitement les pays de provenance. Les histoires aussi, c'est important, parce qu'on le dit dans le reportage, il y a un certain nombre de discours qui sont stéréotypés. Et il ne s'agirait pas que le discours stéréotypé, finalement, soit défavorable aux jeunes. Oui, effectivement, la question de la polygamie doit être prise en compte et c'est toute la question de l'interculturalité qui doit être prise en compte dans ces évaluations. Mais quand on voit Fodé, je reprends l'exemple, quand on voit Fodé dans ce film qui arrive, qui dit qu'il est mineur et qu'il a des papiers, qui ressort avec un papier, on lui dit manifestement vous n'êtes pas mineur. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut toujours prendre un cas et en faire une dernière, mais je ne sais pas dans ce cas précis. Les associations disent que ça arrive souvent, ça. Hein. Ça arrive, bien évidemment. Comment? 1 fois sur 2. Oui. Très clairement, nous sommes sur un taux d'admission et de reconnaissance de minorité. Enfin, pour nous, 1 jeune sur 2 qui se présente est mineur, voilà, en moyenne. Ce qui est plutôt une bonne moyenne, je le dis, puisque dans d'autres départements, on est plutôt à 20% ou 30%. National, c'est plutôt 1 sur 3. Ouais. C'est 1 sur 3, effectivement, au niveau national.
On est à 1 sur 2 ici. On continue à travailler parce que c'est compliqué. C'est pas 1 heure, c'est en 2 heures en général une évaluation qui se fait selon un référentiel national. Enfin, il y a des textes assez précis et c'est pour cette raison qu'on a travaillé avec Forum. Donc les choses sont quand même relativement bornées, calées. Bien évidemment, il peut toujours y avoir, effectivement, l'humain, l'erreur est humaine et il peut y avoir effectivement des difficultés qui se présentent. En l'occurrence, dans le jeune dont vous parlez, j'ai pas d'éléments précis, mais on va... Véronique, je vous ai vu réagir. Oui, parce c'est sur que la durée de l'entretien. C'est sur la durée de Ouais. l'entretien. Comment on peut évaluer un enfant en 2 heures de temps, alors que Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce qu'en même temps, il faut le faire, il faut Je l'évaluer. peux répondre, c'est justement pour cette raison qu'on a réformé le dispositif de mise à l'abri. Parce que ce qui n'est pas dit, c'est que dans le processus, dans l'idéal et dans l'absolu, c'est ce que souhaite faire la métropole, le jeune arrive, sollicite une prise en charge. La métropole a l'obligation de le mettre à l'abri. Et nous avons prévu un dispositif de mise à l'abri d'une durée de 5 jours. Et durant cette durée de 5 jours, il y a une observation qui est faite du jeune. Et c'est là où on a une difficulté aujourd'hui, parce que face au flux, nous avons été dans l'incapacité d'avoir pour tous les jeunes cette évaluation durant les 5 jours. Or, c'est déterminant, effectivement, et vous avez tout à fait raison, madame, on n'évalue pas quelqu'un en 2 heures et en 5 jours. C'est pas la même chose. Donc, l'idée, pour nous, très clairement, c'est de revenir dans le principe que pose la loi, à savoir un jeune arrive, il est mis à l'abri, et il est mis à l'abri durant une durée de 5 jours. Et dans ce laps de 5 jours, effectivement, a lieu l'évaluation. Ce qui veut dire concrètement que l'évaluation a lieu avec des gens qu'il connaît et des gens qui le connaissent. Alors, je voudrais qu'on revoie l'extrait du documentaire, et puis vous allez réagir, Véronique, où Fodé donc vient à la Méomie, pour ceux qui n'étaient pas là avec nous au début de la diffusion. Et puis ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir comment les accueillants vivent ce moment, parce que c'est quand même le thème de l'émission. Regardez, quand Fodé donc est accompagné par Clémence pour aller à ce rendez-vous. Le temps sur le trottoir quand même, comme ça, c'est chiant. Non, lui, il a passé l'évaluation. Là, on a eu de la chance parce qu'il a été pris direct. Ça m'est déjà arrivé d'attendre toute une matinée et puis à midi, ils lui disent de repasser, de revenir cet après-midi, quoi. Enfin, l'après-midi. Fodé, ouais, si là, il n'est pas pris en charge aujourd'hui, il va revenir à la maison. Mais il y a beaucoup de jeunes, s'ils sont refusés, en fait, ils vont retourner à la rue, quoi, sans aucune solution qui va leur être proposée. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent et qu'il y a très peu de choses qui sont mises en place. Il y a 4 assistantes sociales pour je sais pas, une dizaine de jeunes qui arrivent par jour. Donc, Ils t'ont dit quoi alors? C'est pas moi chez vous. Ils t'ont dit non? Fais voir. Votre attitude et votre apparence physique ne correspondent pas à celui d'une personne mineure. Ah, donc ça, c'est ce qu'ils appellent des preuves. En gros, parce que le physique et ce qu'ils ont pu voir en 1 heure de latitude, ça correspond pas à la minorité. Alors, on a compris que c'est la galère pour Fodé qui continue, mais Véronique, moi je vois Clémence qui le vit elle-même. Là, ça, vous l'avez vécu plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné prendre en charge la situation du jeune ou des jeunes que vous accueillez et vous vivez les coups à chaque fois. On vit les coups avec les jeunes et même moi j'ai pu en emmener certains à Paris pour aller faire des documents, des passeports et tout ça. Et là, on vit aussi des coups. Comment vous trouvez les mots là? Parce qu'elle trouve, Clémence, les choses à lui dire. Vous dire, t'inquiète pas, il y a d'autres étapes, on va faire autrement. Il y a des larmes, voilà, il y a des grosses angoisses, voilà, il y a des moments très très difficiles. Il y a vraiment des moments très difficiles. Là, pour le moment, clairement, pour un des 2 jeunes qui est dans une situation un peu compliquée pour le moment, puisqu'on lui propose une cassation. Là, il est un peu désespéré. Et l'autre jour, c'est quand même un gamin qui est en première ST2I. Et je le voyais l'autre jour, il était au bout de ma table, il est en train de faire ses exercices de physique.
Et je me disais, où il va chercher l'énergie pour faire ça ? Et quand ça arrive, parce que je reste toujours pour parler beaucoup de vos jeunes, mais vous-même, vous vous dites pas pourquoi je me suis lancé là-dedans, j'ai pas la solution. Là, on peut plus reculer. Enfin, faut y aller, quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? On se remet tourne dehors et on lui dit, non, là, non. On se tourne vers les associations pour avoir des conseils, prendre du recul. C'est vous qui guidez l'association L'Ami, guide les gens dont vous faites partie d'ailleurs, les accueillants, pour avoir les solutions, pour connaître les étapes, parce que c'est pas simple. Oui, c'est vrai que au fur et à mesure de la pratique, on a acquis maintenant une certaine compétence. Et c'est vrai que sur la question des démarches administratives, on peut conseiller ce qu'il faut faire, on peut accompagner chez les avocats pour débloquer des situations. Après, le travail de l'association, c'est aussi beaucoup de s'occuper de la scolarisation des jeunes, on en parle. qui des fois traînent énormément. Enfin. On va revoir un autre extrait du documentaire où on voit L'Ami. Allez-y, pardon. Non, ce que je voulais dire quand même, c'est sur ce qui se passe quand les gamins reçoivent une réponse négative. C'est vrai que ils mettent tout leur espoir dans cette prise en charge. La France, c'est le bout de leur voyage et avoir une réponse positive, pour eux, c'est vraiment ce qu'ils attendent plus que tout, quoi. Et c'est vraiment, des fois, un désespoir très profond quand ils sont refusés. Ça veut dire que l'accueillant doit les prévenir, que c'est pas gagné d'avance, qu'il faut faire ce genre de travail préalable ? C'est sûr, mais bon, en même temps, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. La seule chose qu'on puisse regretter, c'est que des fois, les réponses à l'évaluation, on a l'impression qu'elles dépendent beaucoup du nombre de places qu'il y a pour les accueillir et qu'elles ne correspondent pas à la réalité du jeune. Alors on ne l'a pas dit, mais il y a aujourd'hui, vous allez me dire si je me trompe, monsieur Delité, combien de chambres d'hôtel ? Quand un jeune est reconnu mineur, il a droit à un hébergement, il va à l'hôtel la plupart du temps. Combien de chambres d'hôtel ? On n'a pas de volume de chambres d'hôtel, mais aujourd'hui, la métropole de Lyon héberge plus de 600 jeunes effectivement à l'hôtel. 600 jeunes à l'hôtel. Tout à fait. C'est pour cette raison. C'est un budget de combien ? 32 millions, je crois. On sera plutôt sur 50 millions l'année prochaine. Voilà. Et c'est pour cette raison que le président Kim Hellfeld, président de la métropole de Lyon, a décidé de la création de plus de 850 places d'hébergement temporaire de mise à l'abri. Raphaël, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, non, après, il ne s'agit pas de polémiquer, parce que le film a été tourné sur une année entière et la situation a beaucoup évolué dans cette période. C'est pour ça aussi qu'il y a des éléments de débat. Et c'est vrai que David Kim Hellfeld, au début qui est le président, je le dis, pour la les métropole, gens qui ne sont pas à Lyon, c'est le président de la métropole du Grand Lyon. Il avait dit assez vite qu'il s'impliquerait personnellement dans ce dossier. Mais ça n'empêche pas une situation qui n'est pas conforme à la loi. C'est pour ça qu'il y a des accueillants, en fait. Ce que ne montrait pas votre schéma tout à l'heure, c'est que en droit, la situation est relativement simple. Un mineur qui est isolé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de protection parentale sur le territoire français, non seulement il n'est pas expulsable, mais il doit être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qui doit assurer et sa survie matérielle, mais aussi son bon développement, son éducation, le scolariser, etc. Donc, et en droit assez simple, assez naturellement. On l'a dit ça. Tant que y a un doute sur le fait qu'il soit mineur ou majeur, on imagine que le doute lui profite et qu'il va être pris en charge jusqu'à ce qu'éventuellement un tribunal tranche et dise que non, celui-là, il est majeur et donc il ne doit pas être pris en charge. Mais jusqu'à cette décision-là, il est présumé mineur et doit être pris en charge. Et en fait, ce qu'on a vu dans la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'il y a des accueillants. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des jeunes qui sont à la rue alors qu'ils n'ont pas été évalués. On ne sait même pas s'ils sont majeurs ou mineurs. On n'a même pas pris le temps de savoir. Enfin, on les a pas reçus, donc il n'y a aucun moyen de le savoir. Mais comme les dispositifs sont totalement saturés, ils sont renvoyés à la rue. Et très souvent, les accueillants au départ sont partis sur des situations comme ça. Alors, je voulais vous montrer, parce qu'on va, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu le documentaire, on va voir ce moment où vous faites ce travail d'accueil, et puis j'aurai des questions à vous poser sur comment ça se passe. Regardez, quand les jeunes arrivent à L'Ami. Tu arrives de quel pays ? Tu arrives où ? Je suis au Côte d'Ivoire. Tu viens de Côte d'Ivoire. Voilà. Ok. Attends, tu permets, je le regarde. 1er janvier 2002. Ok. Alors ça veut dire que tu as eu 16 ans.
déjà. C'est ça, tu as 16 ans et demi. Oui. C'est ça, ok. Alors, tu as voyagé, ça te fait combien de mois? Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. 7 mois de voyage, tu as fait. Oui. Et tu es passé par où alors? Depuis la Côte d'Ivoire, c'est fait quel chemin? C'est passé par Mali. Côte d'Ivoire, Mali. le Mali, et après le Mali. Algérie. Et l'Algérie après? Libye. Là, t'es passé en Libye. D'accord. Ça a dû être dur ton voyage. Difficile, j'entends. Moi, je ne veux pas. Il faudra en parler peut-être si tu as besoin d'aide par rapport à ce voyage difficile. Hein? Ok, Adama, c'est important. Parce que je pense que tu auras besoin de poser tout ce qui a été difficile pendant le voyage. Tu es d'accord? Hein? Alors, une question, comment vous organisez ça? Comment vous trouvez les gens pour faire cet accueil? Et comment sont-ils formés pour parce qu'il y a un travail de psy pratiquement là, il faut prendre les choses en douceur. Vous faites ça naturellement ou ça s'organise, ça s'apprend? Est-ce que vous cherchez d'ailleurs des bénévoles? Oui, j'ai plein de questions. Ce que je voudrais dire dans un premier temps, c'est que moi personnellement, et je crois beaucoup de personnes à l'AMI, ne se définissent pas comme des bénévoles. C'est-à-dire que on n'est pas là pour faire gratuitement le travail qui devrait être fait par la protection de l'enfance. Moi, personnellement, je me considère plutôt comme quelqu'un de solidaire des jeunes et quelqu'un qui est engagé dans une lutte pour la reconnaissance des droits de ces jeunes et en particulier le droit à la protection qui est le droit de tous les enfants qui sont sur notre sol. Donc c'est par rapport à ça qu'on se bat aussi. Et à ce moment-là, si effectivement il y a une carence complète de l'État ou en l'occurrence du département, à ce moment-là, c'est un devoir moral pour nous d'organiser une prise en charge, un accueil, etc. Parce que c'est insupportable de voir ces gamins dans la rue. Donc c'est la motivation, mais vous restez quand même bénévole, hein, on va le préciser. Si les gens sont tentés de vous aider, c'est bénévole. Bien sûr. Concrètement, ça prend sur votre temps personnel. Voilà, ça prend sur notre temps personnel et des fois à 100% sur notre temps. Voilà. Il y a des départements qui ont expérimenté des familles d'accueil qui sont légèrement indemnisées. J'ai vu ça en Haute-Loire. Alors je crois que c'est 14 € par jour. C'est vraiment. On va faire aussi à Lyon. Effectivement, j'allais vous demander, est-ce que c'est envisageable de remplacer les accueillants en faisant un service public de l'accueil? Je précisais ma question, Monsieur Diaté. En ce qui concerne Siradio, qui est un des personnages qu'on voit, qui nage à la fin, etc., j'ai discuté avec lui. Il est arrivé, alors je vous la fais courte, mais il est arrivé fin septembre à Lyon en short. Il a dormi sous la gare un certain temps. Il a croisé le Secours catholique par hasard. Il a cherché à les rejoindre, il s'est perdu, il est tombé par hasard sur la personne qui lui a présenté Emmanuel et Elisa qu'on voit ensuite. Donc si Radio m'a raconté tout ça, il avait beaucoup de courage, il sortait d'un voyage. Voilà, bon, encore une fois, c'est une histoire longue. Pendant toute cette période, il n'a pas affaire du tout au pouvoir public. Est-ce qu'on pourrait imaginer que dès qu'ils arrivent, ces jeunes sont obligatoirement pris en compte par les pouvoirs publics? Est-ce que ça ne devrait pas être le cas? Et ça devrait être le cas, et d'ailleurs, monsieur l'a rappelé, c'est le droit. Le droit et notre Alors obligation. Pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi ça n'arrive pas? Parce que d'abord, les dispositifs, et on l'a dit, sont totalement saturés. Et si c'était si simple, on ne serait pas là aujourd'hui à en débattre concrètement. Et la question ne se poserait pas uniquement à Lyon, elle se pose partout en France, je le rappelle. Donc nous, on travaille effectivement pour que les jeunes qui arrivent sur le territoire de la métropole puissent immédiatement être mis à l'abri. Ça, c'est notre objectif. C'est le président qui m'a fait de la rappeler encore la semaine dernière aux associations. On va ouvrir un certain nombre de places, ça prend du temps et c'est nécessaire. Au niveau de l'accueil, du premier contact. Au niveau de l'accueil. Par exemple, il se pose un problème de santé. Il se pose un problème de santé et c'est pour cette raison également parce que tout ce dispositif, on l'a dit, il y a eu une évolution extrêmement rapide en 1 an et demi. En 1 an et demi, effectivement, on a vu les choses à la fois se dégrader sous nos yeux, très concrètement, et en même temps, face à une incapacité qui a été la nôtre, d'anticiper les choses en termes même de mobilisation de crédit. Moi, concrètement, un phénomène qui est multiplié par 2 tous les ans, c'est juste quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Je crois Est-ce que vous êtes en train de me dire que les choses ont changé? Oui, les choses ont changé, mais parce que tout le monde aujourd'hui a pris conscience, et la métropole en premier, de la nécessité... Vous allez relayer les accueillants sur ce travail-là? Alors, on est déjà en discussion avec un certain nombre d'associations pour mettre en place un dispositif de famille
parrainante où on est en train de regarder un petit peu le cadre juridique, parce que de toute façon, face à la difficulté du problème, il ne peut pas y avoir une seule solution. Il faudra envisager une palette de solutions. Et c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement. Bon, j'aimerais qu'on reparle maintenant un peu plus de, c'est quand même le thème de l'émission, de ce que vous faites. Alors, la difficulté, c'est que vous êtes à la fois très modeste, vous faites beaucoup de choses et vous avez du mal à en parler. Il y a la même pudeur, j'ai remarqué, chez les accueillants, accueillantes, que chez les jeunes qui ont du mal à raconter leur histoire. Mais j'aimerais savoir comment ça se passe. Et on va se replonger encore une fois dans le documentaire. On l'a vu, vous l'avez dit, Raphaël, les accueillants ont des profils très divers. Et on a vu cette étudiante étonnante, Clémence, qui chez elle, vous allez le voir, héberge plusieurs migrants. C'est assez étonnant. On revoit ce petit extrait, ça parle. Je peux entrer ? Donc voilà, là c'est la chambre. Donc là c'est Aboubacar. Et du coup il dort là-haut avec Mamadou. Fodé lui il dort sur une chauffeuse, donc c'est quand même pas le top, mais bon. Voilà, et après là il y a un matelas où c'est le 4e qui dort ici. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas super grand, mais bon, il y a au moins un matelas pour tout le monde. Françoise, comment ça se passe ? On laisse une jeune étudiante accueillir 4 ou 5 migrants comme ça ou alors on dit aux gens n'en prenez qu'un. Non, mais il y a bien un moment donné. Parce que là, les gens qui nous regardent sont peut-être tentés de vous aider et ils se disent je vais me retrouver dans mon salon avec 5 personnes. Non. Il faut se poser ces questions-là. On ne leur dit pas tu prends 5 personnes. C'est elle qui choisit. Non, mais vous ne l'empêchez pas si quelqu'un veut se lancer comme ça. Il y a eu l'année dernière une organisation très sérieuse des étudiants entre eux qui ont constitué un réseau pour accueillir ces jeunes-là. Et ça a très bien marché parce qu'ils étaient très nombreux. Et il y a vraiment une solidarité au niveau des étudiants qui, moi, m'a vraiment fait chaud au cœur parce que ça faisait longtemps qu'on disait il n'y a que les retraités qui s'occupent des gamins. Là, il y a vraiment une solidarité étudiante qui a émergé l'année dernière. Bon, après, il y a eu les vacances, les étudiants sont partis, souvent ils ont rendu leurs appartements. C'est ce qui se passe avec Clémence, on l'a vu. Voilà, et donc cette année, c'est plus du tout la même chose et effectivement, le problème se repose. Mais c'est vrai que l'année dernière, il y a eu énormément de prise en charge de la part des étudiants. Alors, parlons de maintenant. C'est des gens comme Véronique dont on a besoin. Combien on peut... Enfin, je ne sais pas, de quoi vous êtes en attente ? On est toujours en train de chercher des hébergements pour des gamins qui sont dehors, parce que les gamins qui dorment dans un squat où il n'y a pas de chauffage et pas d'eau, c'est insupportable. C'est pas un endroit pour eux, c'est quelque chose qui les met dans une espèce de déprime. C'est catastrophique. Donc on est toujours en train de chercher effectivement des gens pour les accueillir et de ce côté-là... Et ça veut dire, très concrètement, par exemple ces mineurs, vous les confiez à des gens pour combien de temps ? On les confie pas, c'est des gens qui proposent, nous on peut accueillir, voilà, donc aussitôt on leur téléphone. Il y a plusieurs sortes d'engagements, c'est vrai que l'engagement de Véronique ou de certaines personnes qui prennent des enfants presque comme dans leur propre famille, comme étant des membres de leur famille. Bon, c'est un type d'engagement, mais il y a aussi des engagements beaucoup plus limités, comme par exemple, je peux prendre un enfant de nuit ou une semaine, ou seulement pour le faire manger le soir. Enfin, ça peut être très, très variable. Donc tout ça, très concrètement, vous le vivez, se décide au jour le jour avec les accueillants potentiels. Alors, il y a des essais de structuration. Il y a par exemple une association à Lyon qui s'appelle La Partage, qui s'occupe d'héberger uniquement les mineurs qui sont dehors et qui constitue des boucles avec plusieurs personnes qui se relayent pour que, même si le jeune n'est accueilli que 2 jours chez cette personne, il soit assuré qu'ensuite il y aura un relais qui est pris par d'autres personnes pour que le jeune ne soit pas à la rue derrière. C'est des essais d'organisations associatives qui existent sur Lyon. Et puis on arrive au cas Véronique où tout d'un coup, alors vous m'avez surpris quand on a préparé l'émission, je n'avais pas réalisé, mais vous avez eu chez vous 12 jeunes différents, c'est ça ? Moi, au départ, j'ai rencontré 9, il y avait 9 garçons. Et je rappelle, vous avez 2 filles, je ne veux pas rentrer dans votre activité, mais à la base, vous avez 2 filles qui viennent d'être majeures. 19 et 24. Voilà, donc elles habitent, pardon d'être un petit peu indiscret, mais encore Alors, chez vous. Elles habitaient jusqu'à il n'y a pas encore pas tellement longtemps, toutes les 2 à la maison. Maintenant, je n'en ai plus qu'une. Voilà. D'accord.
Et quand j'ai rencontré ces 9 garçons-là, voilà, ils avaient tous été mis dehors suite à l'évaluation de la méomie. Par la suite, ils ont tous été, sauf un, ils ont tous été mis à l'abri par l'aide sociale à l'enfance. Mais de toute façon, le soupçon qui a été émis à ce moment-là, au moment de leur évaluation, c'est un soupçon qui va perdurer jusqu'au moment du titre de séjour. Soupçon de ne pas être mineur. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais ça ne m'explique pas comment vous vous retrouvez avec autant de jeunes à charge. Comment vous vous lancez là-dedans? Parce que, encore une fois, pensez à les gens qui nous regardent, voilà, qui se disent je vais peut-être filer un coup de main et je vais me retrouver. Non, et ça se passe très bien chez vous, on le voit. On dit non. Quand on voit les images, il y a des scènes de repas, enfin on l'a vu dans le documentaire. On rencontre les enfants et c'est ce que vous disiez tout à l'heure quand vous avez rencontré Ciradio. Quand vous avez rencontré Ciradio, voilà, ce sont des garçons tout à fait charmants et puis voilà. Et puis on s'implique plus en plus. Mais dès le premier contact, ça se passe comme ça? Non, on s'apprivoise. C'est pour ça que quand on parle d'évaluation en 1 heure ou en 2 heures, il faut du temps. Il faut du temps avant que les gamins se livrent. Moi, les gamins, certains ont mis 2, 3, 4, 5 mois. Il y en a dont je ne sais même pas l'histoire. Mais pour certains, je connais l'histoire, mais elle est venue 4, 5 mois après. Voilà, il faut du temps pour... ils ont vécu l'enfer. Ils ont eu des référents adultes qui étaient quand même plutôt malveillants. Donc voilà, il leur faut du temps pour... C'est-à-dire leurs parents ou des gens... Non, voilà, les gens qu'ils ont rencontrés en Libye, les passeurs, enfin voilà, tout ça. Donc voilà, nous, on est quand même... on arrive là, d'abord, ils ne nous connaissent pas. C'est une culture... on leur apprend pas mal de choses, quoi. Ouais. Et vous leur donnez beaucoup de sucre. Donc j'imagine qu'il n'y a pas que du sucre. Il faut les nourrir. Je ne sais pas si vous faites d'autres choses. Vous leur fournissez des vêtements. Combien ça coûte, tout ça? On se débrouille. Par exemple, pour les vêtements, c'est la première chose que j'ai demandé. J'ai appelé tous mes copains. J'ai dit, bon, vous videz vos placards. Et on a mis tout ça sur une table. On a fait un grand repas. Tapez pas trop sur la table, parce qu'il y a des micros partout. Et du coup, c'est la passion. Et voilà, on a distribué les vêtements. Enfin, on n'a pas distribué, ils se sont servis les vêtements. Et là où ils ont été quand même assez incroyables, c'est qu'ils ne se sont pas dit, mais ça c'est à moi, ça c'est à moi. Ils ont dit, tiens, ça sera bien pour toi. Ou ça serait bien pour toi. Enfin voilà, il y avait... Enfin, ces 9-là ont dormi longtemps dehors. Et il y avait une vraie solidarité entre eux et elle perdure. Mais voilà. Je suis désolé de reposer la question, je l'ai posée à Françoise hors antenne. Il y a un moment, ça coûte de l'argent. Il y a un moment, ça coûte de l'argent. Alors on bidouille. Moi, je fais de l'illustration. Donc, par exemple, la Café Tobo m'a permis de faire une petite exposition. J'ai imprimé des affiches, j'ai reçu de l'argent. Je fais régulièrement des ventes dans mon atelier de mes livres. Vous avez commencé il y a 15 mois, cet investissement. Il y a 15 mois. Vous avez vu la progression. Là, vous en êtes à chercher des financements. Ah ben on fait ça et là on est en train même de faire un petit peu plus grand. Là c'est un petit peu trop tôt pour vous en parler, mais je reviendrai avec plaisir et je vous en parlerai. C'est toujours comme ça, François? Ce sont des gens qui s'investissent comme ça, les accueillants? Moi j'ai vu des étudiants qui ne pouvaient pas payer leur facture d'électricité parce qu'ils avaient accueilli beaucoup de jeunes et qu'effectivement ça coûte des sous. Raphaël, vous avez avec vos dossiers fait plein de portraits. Est-ce que ça se passe mal parfois? Oui, c'est pas une question d'argent en fait, c'est rare. Cette question elle est rarement posée, mais il faut quand même comprendre que accueillir des gamins de 15 ans qui ont vécu ces traumatismes-là, c'est un métier en soi. C'est-à-dire qu'il y a des choses que les accueillants ne sont pas toujours armés pour y faire face. Vous le dites dans le documentaire d'ailleurs. Il y a un certain nombre d'accueillants, là on a vu que des gens qui sont bienveillants, mais tout le monde n'est pas bienveillant. Malheureusement dans l'agglomération, et on laisse des jeunes se trimballer avec des gens qui ne sont pas forcément malveillants, mais qui peuvent être aussi... pas armés, quoi. Pas armés, dans un engagement affectif qu'ils ne savent pas maîtriser. C'est surtout ça. C'est-à-dire que ce que fera un professionnel, c'est quand même mettre la bonne distance. Là, ce qu'on voit bien avec un accueillant, ce qu'il ne sait pas faire, c'est remettre à la rue. C'est évident. Donc une fois qu'il y a un engagement qui commence, il ne s'arrête plus. Et puis, certains, je dis pas que c'est mal, et certains vont être dans des liens de parentaux, s'appeler papa, d'autres vont rester. On va venir à côté affectif, on va finir avec ça. Mais il y a une question qui me vient, monsieur Diette. Est-ce qu'on peut imaginer, alors pour le coup, que les pouvoirs publics dédommagent ces gens
les aides pour les aider à... Alors, ils sont modestes, ils disent qu'il n'y a pas besoin, mais quand même, il y a des dépenses, puisque vous cherchez des financements. Est-ce qu'à un moment donné, ça c'est possible? Le projet sur lequel nous travaillons actuellement, effectivement, prévoit... ça sera de l'ordre du symbolique, parce que, justement, je crois que Véronique l'a très bien dit. C'est de l'argent public, il faut aussi le rappeler. On n'est pas... Dans les sociales enfance, il y a... un principe de famille d'accueil, mais on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Les familles d'accueil qui sont des professionnels de l'aide sociale à l'enfance, des salariés de l'aide sociale à l'enfance. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. Donc, ce sur quoi nous travaillons, c'est plutôt tenir compte effectivement de cette solidarité, du bénévolat et de l'engagement personnel, et à un moment que la puissance publique puisse répondre à cela. Mais ça ne sera pas une rétribution sous la forme d'un salaire. Ça sera de l'ordre symbolique, en clair, pour payer un peu les frais. Mais il ne s'agit pas de payer des gens, ou même, y compris, surtout pas de susciter des vocations. On peut imaginer acheter des vêtements, je ne sais pas. Bien sûr. De la nourriture. Non, mais ça, bien sûr. Vous n'avez pas l'air de vouloir, Véronique, qu'on vous aide. Non, c'est pas ça, c'est que c'est pas le... Enfin, c'est naturel. Oui, on se débrouille. Enfin, voilà. C'est pas ce qu'on demande. C'est pas ce qu'on demande, oui, voilà. Nous, on est des mères de famille. Mais peut-être que les gens qui nous regardent se disent, moi, je me lancerais bien si on m'aide un peu financièrement à payer tout ça. Non. Enfin, moi, je vais si je vous me permettez, très clairement, pour nous, la question de la motivation financière, si c'est ça, la motivation, si c'est l'argent qui compte pour les bénévoles, on ne peut pas s'engager là-dedans, très concrètement. Je parlais d'un dédommagement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à travers ces jeunes, ce sont aussi des parcours extrêmement compliqués et des choses qui se révèlent une fois que les jeunes se sont posés. Et se sont posés, en général, les choses se révèlent au bout de 3, 4, 6 mois. Et là, il faut être armé pour faire face à ce que va vous dire le jeune, éventuellement à la manière dont il va réagir. Aussi, on a des jeunes qui, très concrètement, pendant des mois, scolairement, ne posent aucun problème de comportement, rien du tout. Et d'un seul coup, parce qu'ils se sont posés, parce que les choses peuvent se révéler, là, ils explosent. Alors, il y a encore une question avant de parler de ce rapport affectif qui peut s'installer et qui est un peu compliqué, on le voit dans le documentaire. Je voudrais parler de sécurité avec vous, François, parce que c'est une question que les gens se posent. Est-ce que, on a vu cette jeune étudiante avec 4-5 jeunes hommes chez elle, même Véronique, vous avez chez vous 2 jeunes hommes. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des problèmes de sécurité? Et je suis sûr que les gens qui nous regardent se la posent. Est-ce que ça peut être dangereux? Est-ce qu'on peut se faire piquer ses affaires? Voilà, ce sont quand même des gens qu'on ne connaît pas. Moi, je peux parler de mon expérience personnelle, parce que ça fait très longtemps que j'accueille régulièrement des jeunes chez moi. Ça fait, je dirais, une dizaine d'années, parce que la situation, elle date quand même pas de cette année. Après, c'était surtout des jeunes majeurs qui avaient plus de 18 ans et qui, du coup, se retrouvaient sans ressources aucune. Je n'ai jamais eu de problème de vol ou de quoi que ce soit. J'ai toujours rencontré chez tous ces jeunes et tous les accueillants que je connais, c'est la même chose. On n'a jamais eu de problème de malhonnêteté ou de vol, de quoi que ce soit. Alors je ne sais pas d'où ça vient. Confirmez ça, monsieur. Vous parlez de jeunes qui explosent. Oui, bien sûr, je confirme complètement et je vais même aller plus loin. Dans les foyers d'aide sociale à l'enfance, ce sont des jeunes qui sont plutôt des éléments stabilisateurs. Dans les foyers d'aide sociale à l'enfance, vous avez des jeunes qui sont souvent en difficulté avec la norme, avec le rapport à l'adulte, etc. Donc ils sont toujours dans la recherche du cadre. Là, on a des jeunes qui sont mais pour leur immense majorité, ne posent aucun problème sur le plan éducatif. Vous n'avez pas statistiquement de... Du tout, non. Ça se passe relativement bien. Il peut y avoir à la marge, effectivement, mais comme dans n'importe quel groupe humain, un certain nombre d'individus qui posent des difficultés, bien sûr. Enfin, c'est pas propre, mais non, accompagné. Vous prenez la société, c'est vrai pour tout le monde. Mais en l'occurrence, ces jeunes-là, pour nous, sont des jeunes qui sont très clairement des éléments de stabilisation dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance. C'est là où il faut mesurer l'apport des accueillants. C'est-à-dire qu'on a vu quand même, par contre, des faits divers un peu sordides. Pas trop à Lyon, mais il y en a eu à Bordeaux notamment, de ces jeunes qui tombent dans des réseaux qui vont leur faire commettre des activités criminelles parce que pour leur fournir une place dans un squat, une nourriture. C'est-à-dire que l'accompagnement, quand il n'est pas assuré par des accueillants, il peut être assuré par des réseaux mafieux, par des réseaux... Aussi, on a vu aussi des gens un peu louches d'un point de vue intégriste aller traîner auprès de ces jeunes et commencer à les embobiner. Donc
y a une utilité sociale des accueillants qui est là assez forte. Hein. Véronique, jamais de problème. On a vu avec votre fille ces jeunes hommes assez copains, hein, finalement. Aucun. Jamais eu de souci. Aucun. Le 14 juillet, par exemple, il y avait 12 jeunes qui étaient dans ce même parc que les 9 précédents que j'ai rencontrés. Je suis allée leur apporter un petit quelque chose à manger, voire leur donner un peu des éléments, etc. Il s'est mis à pleuvoir des cordes. Et je leur ai dit de quoi avez-vous besoin. Ils m'ont dit on voudrait prendre une douche. Donc on est allé 4 par 4 à la maison. Et à un moment donné, je me suis retrouvée avec les 12 gamins plus les 2 miens. Donc ça faisait 14. Et j'avais ma jeune fille, la plus jeune de mes filles, qui était au milieu de tous ces gamins-là. Et pendant un moment donné, j'étais en voiture. Je ramenais les 4 derniers. Et je me disais mais non, enfin voilà, tout s'est bien passé. Voilà. Effectivement, il y a une confiance totale, quoi. Enfin, bon, il y a un autre extrait que je voudrais vous montrer, on va y venir. C'est ce moment. Alors, vous vous rappelez, dans le film, on parlait de Siradio, ce jeune homme qui finalement a été hébergé par ses 2 amis, Elisa et Emmanuel, qui changent de coupe de cheveux, d'ailleurs, au film du film. J'espère que vous avez pu suivre. Et puis, bon, voilà, la réalisatrice, donc Sylvie, demande à Elisa et à Emmanuel quel est le type de relation qui, au bout d'un an, je crois, les lie. Voilà. Alors, je connais la réponse parce que j'ai rencontré Siradio. Je sais en tout cas ce que Siradio pense de ses accueillants et j'essaierai de vous le dire tout à l'heure. Mais on va voir ce que pense notamment Emmanuel de Siradio. Regardez. Si vous deviez définir chacun, enfin l'un et l'autre, votre relation, vous êtes qui pour Siradio ? Bah, moi, je suis son papa. Et il me le dit clairement. Et pour moi, c'est... Ce à quoi ça fait résonance dans ma vie, c'est que lui, il n'a pas vraiment eu le choix. Il a fallu faire un changement radical. Et en fait, je me dis qu'aujourd'hui, on peut repartir. Quand on voit ce qu'il a vécu, on peut à n'importe quel moment rebondir et repartir, quoi. Alors, il y a beaucoup d'émotions. Je vais commencer par Véronique. Est-ce que ce sont vos enfants ? Alors, ce ne sont pas mes enfants, puisqu'ils ont... Votre fille, dans le film, dit c'est la famille. Ouais, c'est ça, mais c'est les propos de ma fille. Et je les considère voilà, j'ai mes enfants, évidemment. Ces enfants-là ont des parents. Effectivement, on est très, 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 très proches. On est très, très proches. Mais j'ai bien conscience que ce ne sont pas mes enfants. Là, comme vous en avez connu plusieurs, je ne sais plus combien du coup maintenant, une douzaine, 12, vous m'avez dit. Ouais. Vous suivez leur vie ensuite ? Oui, ils viennent régulièrement manger à la maison, je les accompagne. Voilà, là, il y en a un qui va se faire retirer une dent bientôt, j'y vais la semaine prochaine. Ça, c'est un truc de maman, hein. Merci. Non, mais voilà, quoi. Oui, mais voilà, comment dire, la frontière est ténue. Mais oui, effectivement, on est extrêmement attaché à ses enfants. Vous m'avez dit hors antenne que quand on commençait à toucher à ça, on rentrait dans un club, quoi. Voilà, je dis qu'on part avec un bol de soupe et on revient avec une banderole. Oui, parce qu'on est obligé de s'impliquer, on est obligé de s'engager. L'engagement va de soi après. Et l'attachement avec. François, c'est pas un petit peu risqué ? Vous me disiez, vous aussi, en préparant l'émission, qu'il fallait faire attention à ne pas être en tête-à-tête avec la personne qu'on accueille, que l'association reste toujours présente pour éviter d'avoir trop de déception, par exemple. Je pense que c'est important qu'il y ait effectivement un tiers, d'abord pour des raisons, je dirais presque techniques, parce que les gens qui accueillent ne sont pas forcément au courant de tout ce qui est bon au niveau administratif, au niveau scolaire, etc. pour les enfants. Et c'est bien qu'il y ait des conseils qui soient donnés par des personnes qui s'y connaissent un peu plus. Après, sur les questions affectives, c'est très compliqué. Ce qui est compliqué aussi, c'est que si ces enfants sont extrêmement honnêtes et qu'il n'y a aucun cas de délinquance, il y a aussi, par contre, des cas de dépression qui arrivent ou des jeunes qui ont des soucis psychologiques parce qu'ils ont subi des choses terribles et ils ont besoin de soutien, que les accueillants ne savent pas forcément gérer. Donc c'est vrai que par rapport à ça, c'est bien qu'il y ait quand même des tiers
pour garder un peu de distance. Et c'est là que la protection de l'enfance devrait jouer son rôle. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un métier d'être travailleur social. On apprend effectivement à résoudre ce genre de situation, ce que les accueillants n'ont pas appris. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est vraiment la protection de l'enfance qui devrait prendre en charge ces jeunes. On en revient toujours à la même chose. Est-ce que ce serait aussi bien ? L'un n'empêche pas l'autre. Ça n'empêche pas les jeunes d'avoir des relations avec des familles à l'extérieur où ils se retrouvent, où ils mettent des racines, où ils se retrouvent affectivement enrichis, etc. Mais pour moi, il faut qu'il y ait les deux. Et est-ce qu'il y a le regard des autres, les amis, des questions ? Il y a aujourd'hui dans ce pays des partis politiques qui vous reprochent un peu de vous occuper d'abord des enfants étrangers avant de vous occuper de la misère en France. C'est des discours qu'on entend. Est-ce que vous avez à vous justifier au quotidien, notamment par rapport à votre propre entourage ? Par rapport à notre entourage, maintenant, ils nous prennent un peu avec. Hein. Et puis... Qu'est-ce que vous leur dites ? Vous leur dites c'est comme ça, c'est un choix que j'ai fait ? Vous leur dites qu'il ne faut pas d'autre Oui, moi solution ? par exemple avec ma mère, je suis partie avec les enfants en vacances, on est allé chez ma mère au printemps. Au début, elle n'était pas particulièrement réjouie. Et la deuxième fois, quand on est allé au mois de juillet, quand elle les a vus partir, elle a pleuré parce que voilà, il y avait un attachement qui s'était créé, il l'appelait mamie et que voilà. Et les amis ne posent pas de questions ? Et les amis, ils participent, bien sûr. Les amis participent. Des fois, ils participent financièrement. Ils participent, voilà, ils les emmènent à droite, à gauche. On les a emmenés. J'ai des voisins qui les ont emmenés au foot. Alors, est-ce que je peux jouer le mauvais rôle et vous demander pourquoi vous n'aidez pas des gens qui sont du pays et qui sont dans la misère ? Et bien là, concrètement, là, j'ai un vrai travail, en fait. Mais pourquoi vous choisissez d'aider plutôt des mineurs étrangers ? Parce que ça s'est fait comme ça, parce que ça s'est présenté comme ça, parce que c'était un concours de circonstances, parce que c'est vrai que j'ai rencontré ces jeunes, voilà. Après, pourquoi eux, pourquoi moi ? Enfin, ça c'est... Et puis parce que les enfants français, on ne les retrouve pas à la rue. Normalement, ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Là, c'est quand même des situations assez exceptionnelles qui font que les accueillants qui n'avaient pas prévu de s'engager particulièrement se retrouvent dans des situations qui les dépassent. Tout ça, c'était très bien dit. C'est-à-dire que c'est le rôle de l'aide sociale à l'enfance. Qu'il y ait des familles d'accueil extérieures qui viennent épauler l'aide sociale à l'enfance, apporter un tiers de confiance. Oui. Ça, c'est une relation qui est saine. Mais là, on est dans des situations qui sont exceptionnelles et qui sont pas souhaitables. Il faudrait que la principale demande des accueillants, d'ailleurs, on a parlé d'argent tout à l'heure, c'était pas du tout de l'argent. C'est au contraire que l'aide sociale à l'enfance fasse son travail et donc les prenne en charge et les en libère quelque part un peu et leur permettre de nouer éventuellement des relations avec eux qui puissent être fortes mais qui ne soient pas celles-là. Très bien, ce sera la conclusion de l'émission déjà, c'est passé vite. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de venir parler de ces sujets. Je rappelle que dans Lyon Capitale, dont vous êtes le rédacteur en chef, il y a encore un dossier ce mois-ci, donc si vous voulez continuer à creuser la question. Et puis je voudrais juste vous dire en quelques mots que si Radio, il va bien, qu'il est très bon à l'école, qu'il fait de l'athlétisme et qu'il respecte énormément ses accueillants et que c'est une belle histoire et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Merci à vous, merci de nous être fidèles et à France 3 évidemment. On se retrouve une prochaine fois pour un autre grand débat. Bonne soirée.